Et si le vrai problème n'était pas toujours l'autre? Et si certaines attitudes que tu considères comme de la protection, de la force ou du caractère cachaient en réalité des mécanismes de manipulation inconscients? Personne ne se réveille un matin en se disant ⁇ Je vais être toxique ⁇ La manipulation émotionnelle est souvent invisible pour celles qui la pratiquent, surtout quand elle est née de blessures, de peur de l'abandon ou d'un besoin de contrôle. Alors pose-toi cette question, honnêtement. Et si aimer pouvait parfois faire mal, sans qu'on s'en rende compte? Aujourd'hui, on va parler de 15 signes que tu peux être perverse narcissique sans le savoir, spécifiquement dans les relations amoureuses. Pas pour accuser, mais pour comprendre. Parce que la prise de conscience est toujours le premier pas vers un amour plus sain. Signe numéro 1. Tu as besoin de contrôler la relation pour te sentir en sécurité. C'est comme tenir un volant trop serré par peur de sortir de la route. Plus tu cherches à tout maîtriser, plus la conduite devient rigide et dangereuse. Dans la relation, le contrôle n'est pas toujours visible ni violent. Il peut être subtil, bien intentionné, presque protecteur en apparence. Mais au fond, il vient d'une peur profonde, celle de perdre, d'être abandonné ou de ne plus avoir de pouvoir affectif. Concrètement, ce besoin de contrôle peut se manifester par vouloir savoir où il est et avec qui avoir du mal à supporter l'imprévu, diriger les décisions du couple, imposer ton rythme émotionnel, corriger sa manière d'être ou de réagir, te sentir anxieuse quand tu ne maîtrises pas la situation. Ce n'est pas toujours conscient. Souvent, tu te dis que tu fais ça pour le bien du couple, par amour, pour éviter les problèmes. Mais en réalité, le contrôle étouffe. Il empêche l'autre d'être libre, spontané, authentique. Et plus tu contrôles, plus l'autre se referme, ce qui renforce encore ton besoin de contrôle. Un cercle vicieux. Je suis sûr que tu as vécu cette situation où dès que tu sens une distance ou une perte d'attention, tu ressens une montée d'angoisse. Alors tu questionnes plus, tu cadres plus, tu vérifies plus, tu veux des réponses immédiates. Et intérieurement, tu te dis, si je lâche, tout va s'écrouler. Ce réflexe ne vient pas de la force, mais de l'insécurité. Les études en psychologie relationnelle montrent que les comportements de contrôle excessif sont fortement corrélés à l'anxiété d'abandon. Selon une recherche publiée dans le Journal of Personality and Social Psychology, les personnes ayant un fort besoin de contrôle dans le couple présentent jusqu'à 60% de probabilité supplémentaire de créer des dynamiques relationnelles toxiques, même sans intention consciente de nuire. En clair, quand le contrôle devient ton moyen de te sentir en sécurité, l'amour cesse d'être un lien et commence à devenir une prise de pouvoir. Signe numéro 2, tu culpabilises souvent ton partenaire pour obtenir ce que tu veux. C'est comme appuyer doucement sur une blessure invisible, tu ne forces pas, tu n'ordonnes pas. Tu rappelles subtilement à l'autre qu'il te doit quelque chose. La culpabilité devient alors un levier silencieux pour orienter ses choix. Concrètement, ça se manifeste quand tu fais passer tes besoins avant les siens. En utilisant l'émotion, tu rappelles tout ce que tu as fait pour lui, tu suggères qu'il te déçoit s'il refuse. Tu te positionnes comme celle qui souffre le plus. Tu transformes un désaccord en faute morale, tu obtiens un oui, non pas par envie, mais par malaise chez l'autre. Le problème, ce n'est pas d'exprimer un besoin. Le problème, c'est d'utiliser la culpabilité comme stratégie. À force, ton partenaire n'agit plus par amour ou par choix, mais pour éviter de se sentir mauvais. La relation glisse alors d'un lien affectif à un rapport de dette émotionnelle. Je suis sûr que tu as vécu cette situation où, sans t'en rendre compte, tu as pensé ou dit « Après tout ce que j'ai fait pour toi, si tu m'aimais vraiment, tu ferais ça. C'est toujours moi qui fais des efforts. » Et sur le moment, tu te sens rassuré. Mais à long terme, l'autre se sent piégé, vidé, coincé entre te satisfaire et se trahir lui-même. Les recherches en psychologie relationnelle montrent que, selon une étude publiée dans le Journal of Personality and Social Psychology, l'usage répété de la culpabilisation augmente de 48% le ressentiment et la distance émotionnelle dans le couple, même quand la relation semble tenir en surface. Autrement dit, la culpabilité peut faire rester quelqu'un, mais elle détruit lentement l'amour. Signe numéro 3, tu inverses les rôles et te positionnes fréquemment en victime. C'est comme retourner un miroir au dernier moment. Celui qui parlait de sa douleur se retrouve soudain accusé de t'avoir blessé. La scène change, les rôles aussi.
Et sans même t'en rendre compte, tu passes de responsable potentiel à victime incomprise. Concrètement, ça se manifeste quand ton partenaire exprime un malaise, une frustration ou une limite. Et que la discussion bascule rapidement vers ce que toi tu ressens, ce que toi tu as vécu, ce que toi tu supportes. Son problème disparaît. Le tien devient central. Et la conversation se termine souvent avec lui qui s'excuse, alors que c'est lui qui souffrait au départ. Ce mécanisme n'est pas toujours conscient. Il sert souvent à éviter la remise en question, la honte ou la peur de ne pas être la méchante. Mais à force, il crée une dynamique très toxique. L'autre n'a plus le droit d'avoir mal sans te faire mal. Il apprend que s'exprimer, il peur te blesser. Alors il se tait. Je suis sûr que tu as déjà vécu cette situation. Il essaye de t'expliquer ce qui le dérange, tu te sens attaqué, incomprise, submergée, et tu finis par dire ou penser « Et moi alors, tu ne vois pas tout ce que je fais ?» À la fin, il te rassure, et son besoin à lui disparaît. Ce n'est pas un échange, c'est un renversement. Les études en psychologie relationnelle montrent que l'inversion des rôles est l'un des mécanismes les plus fréquents dans les dynamiques manipulatoires, notamment chez les personnes qui associent inconsciemment remise en question et danger émotionnel. À long terme, ce schéma épuise le partenaire et détruit la sécurité affective du couple. Signe numéro 4. Tu minimises ou ridiculises les émotions de l'autre. C'est comme si, chaque fois que l'autre te tend quelque chose de fragile, tu le fais tomber en disant que ce n'est pas si grave. Au lieu d'accueillir l'émotion, tu la réduis, tu la banalises, tu la tournes parfois en dérision. Résultat, l'autre apprend que ressentir devant toi n'est pas sûr. Concrètement, ça se manifeste par des phrases comme « tu exagères »,« tu prends tout trop à cœur ». Franchement, c'est ridicule. Il y a pire dans la vie. Même si tu ne penses pas être méchante, ce mécanisme protège ton propre inconfort face aux émotions de l'autre. Plutôt que de te connecter, tu fermes. Plutôt que d'écouter, tu neutralises. Et peu à peu, la relation devient déséquilibrée. Une personne ressent, l'autre juge. Je suis sûr que tu as vécu cette situation où ton partenaire t'a exprimé une blessure, une peur ou un manque. Et où, instinctivement, tu as voulu relativiser, corriger, minimiser. Sur le moment, tu pensais aider ou remettre les choses à leur place. Mais lui s'est senti incompris, rabaissé, voire honteux d'avoir parlé. Ce décalage crée une distance silencieuse mais profonde. Les études sont claires. Selon le Journal of Emotional Abuse, l'invalidation émotionnelle répétée est l'un des facteurs majeurs de détresse relationnelle, augmentant de 45% les risques d'anxiété, de retrait affectif et de rupture. Autrement dit, minimiser les émotions n'apaise pas la relation, ça l'éteint lentement. Signe numéro 5. Tu utilises le silence ou le retrait affectif comme moyen de pression. C'est comme fermer une porte sans prévenir et laisser l'autre seul dans le couloir, à se demander ce qu'il a fait de mal. Le silence devient une arme invisible. Pas de cris, pas d'insultes, juste une absence lourde qui punit plus fort que des mots. Quand tu utilises le retrait affectif, tu coupes volontairement le lien. Tu deviens froide, tu ignores les messages, tu retires ton attention, tu refuses le dialogue, tu fais sentir à l'autre qu'il a perdu quelque chose. Ce comportement n'est pas de la prise de recul saine. C'est une stratégie inconsciente de contrôle. Le message implicite est clair. Si tu ne fais pas comme je veux, tu perds mon amour, ma présence, ma chaleur. Et l'autre se retrouve à s'excuser, à supplier, à marcher sur des œufs, même sans savoir exactement pourquoi. Je suis sûr que tu as déjà vécu cette situation de l'autre côté aussi, ou que tu l'as provoquée. Tu te tais, tu t'éloignes, et tu sens que l'autre devient anxieux, qu'il cherche à réparer, qu'il se remet en question. Et au fond, tu ressens une forme de pouvoir ou de soulagement, parce que tu as repris le contrôle émotionnel de la relation. Les études sont très claires. Selon le Journal of Emotional Abuse, le retrait affectif est l'un des comportements les plus destructeurs en couple, car il active chez l'autre une peur d'abandon intense et crée une dépendance émotionnelle comparable à un mécanisme de punition psychologique. À long terme, il détruit la sécurité affective, l'estime de soi et la relation elle-même. Signe numéro 6. Tu changes de version des faits selon ce qui t'arrange. C'est comme réécrire une scène après coup en déplaçant les rôles et les répliques pour apparaître sous un meilleur jour. Les faits restent les mêmes, mais l'histoire change selon ton besoin du moment.
Changer de version des faits, ce n'est pas simplement mal se souvenir. C'est ajuster la réalité pour éviter la responsabilité, préserver ton image ou reprendre l'ascendant émotionnel. Une parole dite devient soudain mal interprétée. Un comportement blessant devient une réaction normale. Un accord clair devient quelque chose qui n'a jamais été vraiment décidé. Progressivement, la vérité devient floue, instable, mouvante. Ce mécanisme protège ton ego, mais il détruit la confiance. Ton partenaire ne sait plus à quoi se fier. Il commence à douter de sa mémoire, de sa logique, de sa légitimité à ressentir ce qu'il ressent. La relation ne repose plus sur des faits partagés, mais sur ta version du moment. Je suis sûr que tu as déjà vécu cette situation. Une discussion où ton partenaire te dit « mais tu avais dit ça » et que tu réponds instinctivement « non, jamais » ou « ce n'est pas ce que je voulais dire ». Même quand, au fond, tu sais que la version d'avant te dérangeait plus que la vérité elle-même. Ce glissement est souvent inconscient, mais il est profondément destructeur. Les études en psychologie relationnelle montrent que la réécriture répétée des faits est l'un des marqueurs centraux du gaslighting, un mécanisme observé dans plus de 65% des relations émotionnellement manipulatoires selon le Journal of Interpersonal Psychology. À long terme, ce comportement entraîne anxiété, confusion mentale et perte de confiance chez le partenaire. Changer la réalité pour te protéger peut sembler rassurant sur le moment, mais c'est l'un des moyens les plus sûrs de transformer une relation en terrain instable et toxique. Signe numéro 7. Tu fais douter l'autre de sa propre perception. C'est comme brouiller un miroir petit à petit. Au début, le reflet est clair. Puis, il devient flou, instable, incertain. Quand tu fais douter l'autre de sa propre perception, tu ne contestes pas seulement les faits, tu attaques sa capacité à se faire confiance. Concrètement, ça se manifeste quand tu dis des phrases comme « tu exagères, ça ne s'est pas passé comme ça »,« tu interprètes mal, tu te fais des films »,« tu es trop sensible, ce n'est pas ce que j'ai voulu dire »,« tu déformes tout ». Au fil du temps, l'autre commence à douter de ses souvenirs, de ses émotions, de son ressenti. Il ne sait plus s'il a le droit d'être blessé. Il se demande s'il comprend mal la réalité. Il cherche ton validation pour savoir ce qui est vrai. Le problème, ce n'est pas le désaccord, c'est la répétition et l'asymétrie. Quand une seule version des faits est toujours la tienne et que celle de l'autre est systématiquement disqualifiée, tu prends une position de pouvoir psychologique. Je suis sûr que tu as déjà vécu cette situation de l'autre côté aussi, ou que tu l'as provoquée sans t'en rendre compte. Une discussion où à la fin l'autre s'excuse, sans vraiment comprendre pourquoi, où il dit « peut-être que j'ai mal compris », alors qu'il ressentait pourtant quelque chose de très clair au départ. Ce moment-là est révélateur, il a commencé à douter de lui-même. Selon des études en psychologie relationnelle sur le gaslighting, le fait de remettre régulièrement en cause la perception de l'autre est l'un des mécanismes les plus destructeurs dans une relation, car il entraîne une perte de confiance intérieure et une dépendance émotionnelle accrue. À long terme, la personne ciblée devient plus anxieuse, plus hésitante, plus malléable, et la relation bascule dans un déséquilibre profond. Ce signe est crucial parce qu'il est souvent inconscient chez celle qui l'exerce, mais extrêmement destructeur pour celui qui le subit. Signe numéro 8. Tu alternes séduction intense et froideur soudaine. C'est comme ouvrir grand les bras pour attirer quelqu'un, puis les refermer brutalement sans explication. Un jour, tu es chaleureuse, attentionnée, séduisante, presque fusionnelle. Le lendemain, tu deviens distante, froide, inaccessible. Cette alternance crée une montagne russe émotionnelle qui déstabilise profondément l'autre. Ce comportement n'est pas toujours conscient. Souvent, il vient d'un besoin de contrôle émotionnel. La séduction intense permet d'attacher l'autre, de le rassurer, de renforcer son attachement. La froideur soudaine, elle, sert à reprendre le pouvoir, à créer du manque, à vérifier que l'autre tient encore. Résultat, ton partenaire ne sait jamais sur quel pied danser. Il devient hyper vigilant en attente du prochain retour affectif. Cette dynamique installe une dépendance émotionnelle. L'autre commence à se dire « si je fais mieux, si je fais attention, elle redeviendra comme avant ». Sans s'en rendre compte, il cherche à mériter ton affection, au lieu de la recevoir naturellement. Je suis sûr que tu as déjà vécu cette situation de l'autre côté aussi, quelqu'un qui te donnait beaucoup puis plus rien,
Et tu sais à quel point c'est perturbant. Si tu alternes régulièrement entre chaleur extrême et retrait brutal, ce n'est pas de l'intensité amoureuse. C'est une forme de déséquilibre relationnel. Les études en psychologie relationnelle montrent que l'alternance imprévisible entre récompense affective et retrait est l'un des mécanismes les plus puissants de dépendance émotionnelle, activant les mêmes circuits que les addictions. Autrement dit, ce schéma ne crée pas de l'amour profond, il crée de l'attachement anxieux. Signe numéro 9. Tu as besoin d'être admiré ou validé en permanence. C'est comme un puits sans fond. Peu importe la quantité d'attention qu'on y verse, il ne se remplit jamais vraiment. Quand le besoin de validation devient central, l'amour n'est plus un échange, mais une source dont tu attends qu'elle te rassure en continu sur ta valeur. Ce besoin se manifeste par une attente constante de compliments, de reconnaissance, de preuves d'amour. Tu peux te sentir rapidement insatisfaite si ton partenaire ne te valorise pas assez, pas assez souvent, ou pas de la bonne manière. Tu interprètes parfois le silence ou la neutralité comme un rejet. Alors tu provoques, tu testes, tu cherches à susciter une réaction pour te sentir désirée, importante, unique. Le problème, ce n'est pas d'aimer être rassuré. Le problème, c'est quand ta sécurité émotionnelle dépend presque entièrement du regard de l'autre. À ce moment-là, la relation devient déséquilibrée. Ton partenaire se sent sous pression, jamais suffisant, toujours en train de devoir prouver. Je suis sûr que tu as déjà vécu cette situation où malgré l'amour réel de l'autre, tu ressentais un manque. Comme si ce qu'il donnait n'était jamais assez. Et plus il essayait de te rassurer, plus tu avais besoin de confirmation. Ce cercle n'est pas de l'amour intense, c'est une insécurité affective qui s'exprime. Selon une étude publiée dans le Journal of Personality and Social Psychology, un besoin élevé de validation externe est fortement corrélé aux dynamiques de contrôle et d'instabilité relationnelle, car l'estime de soi dépend alors excessivement du partenaire. Autrement dit, quand l'admiration devient indispensable pour se sentir en sécurité. La relation glisse doucement d'un lien amoureux vers une relation de pouvoir. Signe numéro 10. Tu te sens menacé par l'indépendance émotionnelle de ton partenaire. C'est comme tenir quelqu'un par la main au bord d'un précipice. Plus tu sens qu'il peut marcher seul, plus tu serres fort. Non pas par amour, mais par peur de perdre le contrôle. Quand ton partenaire devient émotionnellement autonome, plus stable, plus confiant, plus détaché, au lieu de te rassurer, ça t'insécurise. Tu ressens ça comme une menace, pas comme une force. Parce que son indépendance te rappelle une chose inconfortable. Il n'a peut-être plus besoin de toi pour aller bien. Alors inconsciemment, tu peux dévaloriser son évolution, minimiser ses progrès, créer des tensions quand il va mieux, provoquer des conflits quand il prend de la distance saine, raviver le doute ou la culpabilité. Ce n'est pas toujours conscient, mais c'est une tentative de rééquilibrer la relation en redevenant indispensable. Je suis sûr que tu as déjà vécu cette situation. Ton partenaire commence à mieux gérer ses émotions, à poser des limites, à moins dépendre de tes réactions. Et au lieu de te sentir rassuré, tu te sens mise à l'écart, inutile ou en danger. Alors quelque chose en toi cherche à ramener l'ancien équilibre, même s'il était malsain. Les études en psychologie relationnelle montrent que les personnes ayant un besoin élevé de contrôle émotionnel vivent l'autonomie de l'autre comme une perte de pouvoir et non comme un signe de maturité. Selon le Journal of Personality Disorders, ce mécanisme est très présent dans les dynamiques narcissiques vulnérables, où l'amour est confondu avec la dépendance. En clair, si l'indépendance émotionnelle de l'autre te fait peur au lieu de te rassurer, ce n'est pas parce qu'il s'éloigne, c'est parce que tu as appris à aimer quand l'autre dépend de toi. Signe numéro 11. Tu dévalorises subtilement tout en prétendant aider. C'est comme glisser une épine dans un bouquet de fleurs. En surface, ça ressemble à de l'aide, du conseil, de la bienveillance, mais au fond, ça pique et ça blesse. La dévalorisation subtile est l'une des formes les plus sournoises de manipulation, parce qu'elle se cache derrière de bonnes intentions. Concrètement, ça prend la forme de phrases comme « Je te dis ça pour ton bien. Si tu faisais comme moi, ça irait mieux. Tu sais que tu es sensible, c'est pour ça que tu le prends mal. Je t'aide à t'améliorer. Tu ne critiques pas frontalement. Tu corriges, tu ajustes, tu guides. » Mais à chaque fois, le message implicite est le même. L'autre n'est pas assez mature, pas assez fort, pas assez compétent sans toi.
Cette posture crée une hiérarchie invisible. Toi au-dessus, lucide, aidante, lui en dessous, imparfait, dépendant, et plus tu aides, plus l'autre doute de lui-même. Ce n'est pas du soutien, c'est une prise de pouvoir déguisée. Je suis sûr que tu as déjà vécu cette situation, ou que ton partenaire l'a vécu, ou une remarque gentille laissait un malaise diffus. Sur le moment, rien de grave, mais à force, il se sentait diminué, jamais à la hauteur, obligé de se justifier ou de s'améliorer pour mériter ton approbation. Et toi, tu avais l'impression d'être la personne raisonnable, celle qui essaye d'aider. C'est exactement comme ça que cette dynamique s'installe. Les recherches en psychologie relationnelle montrent que, selon une étude publiée dans le Journal of Emotional Abuse, la dévalorisation indirecte répétée est l'un des facteurs les plus destructeurs pour l'estime de soi, car elle est difficile à identifier et donc rarement remise en question. Elle entraîne une baisse significative de confiance et une dépendance émotionnelle accrue chez la personne qui l'a subie. En résumé, quand l'aide sert surtout à rappeler à l'autre ce qui ne va pas chez lui, ce n'est plus de l'amour, c'est du contrôle déguisé en bienveillance. Signe numéro 12. Tu refuses rarement la responsabilité de tes actes. C'est comme regarder un miroir légèrement déformant. Quoi qu'il arrive, l'image renvoyée n'est jamais vraiment la tienne. Dans cette dynamique, la responsabilité glisse toujours ailleurs, sur l'autre, sur le contexte, sur les circonstances, mais très rarement sur toi. Refuser ou éviter de prendre la responsabilité de ses actes ne passe pas toujours par un « ce n'est pas ma faute » direct. Cela peut être plus subtil. Tu justifies tes réactions par le comportement de l'autre, tu expliques que tu n'avais pas le choix, tu reconnais une erreur, mais en ajoutant immédiatement une excuse, tu admets partiellement sans jamais aller jusqu'à un vrai mea culpa. Résultat, le problème n'est jamais pleinement assumé, donc jamais vraiment réparé. Ce mécanisme protège l'ego, mais il abîme la relation, car sans responsabilité, il n'y a pas de remise en question sincère. Et sans remise en question, les mêmes schémas se répètent encore et encore. Je suis sûr que tu as vécu cette situation où, après un conflit, tu reconnaissais un peu ta part. Mais au fond, tu pensais surtout « si l'autre n'avait pas fait ça, je n'aurais pas réagi comme ça ». Et progressivement, l'autre finissait par porter seul le poids des tensions, pendant que toi tu te sentais incomprise plutôt que responsable. Les recherches en psychologie relationnelle montrent que l'évitement de la responsabilité personnelle est fortement corrélé aux dynamiques manipulatoires, notamment dans les relations de contrôle émotionnel. Selon une étude publiée dans le Journal of Personality and Social Psychology, les individus ayant des traits narcissiques ou manipulateurs présentent une probabilité significativement plus élevée de rationaliser leur comportement plutôt que de les assumer, ce qui empêche toute réparation émotionnelle durable. En clair, là où la responsabilité est fuyante, la relation devient déséquilibrée et l'autre finit toujours par payer le prix. Signe numéro 13. Tu te montres irréprochable en public mais très différente en privé. C'est comme porter un masque parfaitement lisse à l'extérieur puis l'enlever une fois la porte fermée. Devant les autres, tu es calme, charmante, compréhensive, presque exemplaire. Mais dans l'intimité, le ton change, l'attitude aussi, et la personne en face de toi ne reconnaît plus la même femme. En public, tu sais exactement comment te comporter. Tu parais bienveillante, posée, à l'écoute, raisonnable. Cette image est importante pour toi, parce qu'elle te protège et te valorise. Mais en privé, quand il n'y a plus de témoins, tu te permets ce que tu retiens dehors. Froideur, reproche, pression émotionnelle, silence lourd, remarques blessantes. Ce décalage crée une grande confusion chez ton partenaire. Personne ne le croirait s'il parlait de ce qu'il vit. Alors il doute, il se tait, il minimise. Et toi, inconsciemment ou non, tu gardes le pouvoir grâce à cette double image. La femme parfaite aux yeux des autres et la dominante dans l'intimité. Je suis sûr que tu as déjà vécu cette situation où ton partenaire te disait « avec les autres, tu n'es pas comme ça » ou « personne ne me croirait si je racontais ». Et au fond, une partie de toi savait qu'il avait raison, mais l'autre partie se rassurait en se disant « si tout le monde me trouve irréprochable, le problème vient forcément de lui ».
Les études sur les dynamiques narcissiques montrent que la dissociation entre image publique et comportement privé est l'un des marqueurs les plus fréquents des personnalités manipulatrices, car elle permet d'éviter toute remise en question réelle. Tant que l'image extérieure est intacte, le comportement intime reste invisible et donc jamais corrigé. Si tu te reconnais là-dedans, ce n'est pas une condamnation, c'est un signal. Parce qu'une relation saine ne demande pas deux versions de soi. Elle demande une seule cohérente, responsable et capable de se regarder honnêtement. Signe numéro 14. Tu donnes juste assez d'affection pour maintenir l'attachement. C'est comme tendre une corde juste assez pour que l'autre ne tombe pas, mais jamais assez pour qu'il se sente vraiment en sécurité. L'affection devient une monnaie, pas un élan sincère. Tu donnes quand tu sens que l'autre s'éloigne, tu retires quand il se rapproche trop. Dans cette dynamique, l'amour n'est pas stable. Il est conditionnel, irrégulier, imprévisible. Un jour, tu es chaleureuse, présente, séduisante. Le lendemain, froide, distante, fermée. Pas parce que tu n'aimes pas, mais parce que tu cherches à garder le contrôle du lien. Ce mécanisme crée une dépendance émotionnelle très forte chez l'autre. Il ne sait jamais quand il va recevoir de l'attention. Alors il s'adapte. Il fait plus d'efforts, il doute de lui, il cherche à mériter ton affection. Et toi, inconsciemment, tu renforces ton pouvoir dans la relation. Je suis sûr que tu as déjà vécu cette situation, peut-être sans t'en rendre compte. Tu sentais que l'autre devenait trop confiant, trop à l'aise, alors tu as instinctivement pris de la distance. Puis, quand tu l'as senti inquiet ou triste, tu as redonné juste assez pour le rassurer. Ce va-et-vient n'était pas calculé consciemment, mais il était là. Les études sur l'attachement montrent que les relations basées sur un renforcement intermittent de l'affection sont parmi les plus addictives émotionnellement, activant les mêmes circuits que certaines dépendances comportementales. En clair, donner juste assez d'amour pour ne pas perdre l'autre, sans jamais offrir une vraie sécurité affective, c'est l'un des mécanismes les plus puissants et les plus destructeurs d'une dynamique perverse narcissique. Signe numéro 15. Tu as peur de perdre le contrôle plus que de perdre l'autre. C'est comme tenir quelqu'un par une corde très serrée. Ce qui t'angoisse le plus, ce n'est pas qu'il parte, c'est qu'il t'échappe. Dans ce schéma, la relation devient un espace de maîtrise plutôt qu'un lien libre. Quand la peur de perdre le contrôle domine, l'autre n'est plus aimé pour ce qu'il est, mais pour la sécurité qu'il procure. Tu as besoin de savoir, de prévoir, d'anticiper, de garder la main, parce que l'imprévu te met en insécurité émotionnelle. L'amour devient alors conditionnel. Tant que l'autre reste dans le cadre que tu contrôles, tout va bien. Ce mécanisme ne vient pas de la cruauté, il vient de la peur. Peur d'être abandonnée, peur d'être impuissante, peur de revivre une perte ancienne. Alors, inconsciemment, tu préfères contrôler que risquer de ressentir à nouveau cette douleur. Je suis sûr que tu as déjà vécu cette situation où l'idée que ton partenaire prenne de la distance, gagne en autonomie ou décide par lui-même te mettait plus mal à l'aise que l'idée même de la rupture. Ce n'était pas forcément « je veux qu'il reste ». C'était plutôt « je ne supporte pas de ne pas maîtriser ce qui se passe ». Et cette nuance change tout. Les études en psychologie de l'attachement montrent que les personnes ayant un attachement anxieux ou désorganisé associent inconsciemment contrôle et sécurité et non liberté et confiance. Selon une recherche publiée dans le Journal of Personality and Social Psychology, ce type de schéma est fortement corrélé aux dynamiques de manipulation relationnelle, souvent sans intention consciente de nuire. Ce signe est l'un des plus profonds parce qu'il montre que le vrai combat n'est pas contre l'autre, mais contre ta propre peur de perdre prise.